Donc pour cette 8e vidéo, donc on va traiter un exercice qui est relativement long. L'exercice 8, il s'agit de l'alimentation d'un tramway électrique. Alors sur ce sujet, on a un schéma qui n'est pas réellement un schéma complet. Pour bien analyser ce qui se passe, il faut lire le texte qui est associé. Donc un tramway est alimenté par une ligne aérienne à partir d'une source représentée avec un modèle de Thévenin, donc une FEME en série avec une résistance interne petit r. Donc c'est précisément ce qui est indiqué à gauche du schéma. Donc on a réellement des éléments du circuit électrique qui sont représentés. Par contre, il est bien indiqué que la ligne a une longueur grand L de 10 km et une résistance totale R grand L de 3 ohms. Et donc on peut voir que la ligne aérienne sur ce schéma est dessinée avec un fil. Donc en fait ce fil c'est juste une représentation de la ligne électrique, mais ça n'est pas un schéma électrique directement exploitable pour l'étude, dans la mesure où aucune résistance n'apparaît. Et de la même manière, le rail présente une résistance totale de retour RF égale à 0,5 ohm. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que un conducteur électrique, même avec un matériau très bon conducteur, comme le cuivre par exemple, ce qui peut être utilisé pour le fil électrique, ou un rail en acier de très grande section. Donc l'acier, ça n'est pas un excellent conducteur, pas autant que le cuivre, mais la section du rail est bien plus grande que celle de la ligne suspendue au-dessus du tramway. Donc un résultat important à noter, c'est qu'en fait une résistance électrique, elle est définie en fonction du matériau, par une résistivité qui est notée généralement ρ. Bon, c'est coupé, mais donc résistivité. Ensuite, il y a la section S, donc en unité légale, c'est en mètres carrés. C'est pas forcément l'unité usuelle, mais c'est l'unité légale. Et la longueur, L, en mètres. Et donc la résistance, R, d'un conducteur, est proportionnelle à la résistivité du matériau, à sa longueur, et inversement proportionnelle à sa section. Donc l'unité de la résistance, c'est des ohms. Là, on a des mètres. Et ici, on a des mètres carrés. Donc L sur S, ça sera en mètres moins 1. Et donc vu qu'on doit avoir une résistance en ohms, la résistivité s'exprime en ohms mètres. Donc voilà l'idée qui se cache derrière ces résistances de lignes et de rails. On a des matériaux qui sont imparfaits, avec une longueur significative. Là on a une dizaine de kilomètres, et donc même avec une section relativement importante, on ne peut pas négliger la résistance de la ligne et du rail. Et généralement, de toute façon, c'est pas une résistance en soi qui permet de dire que c'est négligeable ou pas, c'est lié à la résistance interne du générateur. Donc là, dans l'énoncé, on vous indique que le générateur a une résistance interne de 0,06 ohms, et donc il est clair que
la résistance de la ligne et du rail sont loin d'être négligeables par rapport à cette résistance interne du générateur. Et donc il va falloir rajouter des éléments dans ce schéma. Donc des résistances qu'il va falloir rajouter ici et là. Et en fait, si on veut être complet, ici également et là. Mais dans la première partie du circuit, de l'étude de ce circuit, en tout cas, le fait est que les parties qui se trouvent en aval du tramway, donc le tramway ici est représenté par une source de courant de 50 ampères, et bien tout ce qui se trouve en aval du tramway ne joue aucun rôle. Il n'y a aucun courant qui va circuler dans ces parties-là, puisque ce sont des résistances laissées non connectées. Ici et là, pas de connexion. Et donc, la donnée initiale du problème, c'est qu'on considère que le tramway absorbe un courant constant de 50 ampères. Alors ça peut sembler pas naturel. Alors bon, avec des connaissances limitées en électricité, une source de tension, une source de courant, ça peut sembler encore assez flou. Les sources de courant, ce sont des choses un peu moins naturellement disponibles que des sources de tension. En termes de composants de base dont on dispose pour fabriquer des circuits électriques, on trouve plus facilement des sources de tension que des sources de courant. Mais le fait est que un moteur électrique associé à de l'électronique pour faire varier la vitesse de rotation de la machine ou contrôler le couple de traction d'un véhicule, eh bien on peut mettre en œuvre des dispositifs qui vont réguler le couple au niveau des roues. Et en fait le couple d'un moteur électrique, il est directement proportionnel au courant qu'on injecte dedans. Donc dès lors qu'on contrôle le couple, on doit contrôler le courant injecté dans la machine, et il est raisonnable dans ces cas-là de considérer que indépendamment de la tension appliquée à la machine, enfin, au dispositif de traction dans sa globalité, le courant absorbé sera constant de manière à maîtriser le couple de traction. Donc on ne dit pas comment on s'y prend, mais on admettra que le courant I est de 50 ampères, quoi qu'il arrive, quelle que soit la tension U présente aux bornes du tramway. Et donc la première question à se poser, c'est déterminer le schéma électrique équivalent aux bornes du tramway quand il est à une distance d de la source. Et donc le principe d'un tramway, c'est que ça se déplace, et ça peut se déplacer tout au long de la ligne, donc directement au niveau du générateur, d égale à 0, ou bien tout au bout de la ligne, d égale L, et on peut avoir n'importe quelle position comprise entre 0 et L, et donc ce paramétrage se fait par un coefficient x. Donc on définit d égale x fois L, x étant compris entre 0 et 1. Et donc toute l'étude de ce circuit va consister à analyser ce qui se passe au niveau du tramway en termes de tension appliquée au tramway. Parce que donc si le tramway se trouve directement au niveau du générateur, donc juste à côté du générateur ou tout au bout de la ligne, on comprend intuitivement que la tension ne sera pas la même, parce qu'on va avoir des chutes de tension ohmique dans la ligne aérienne et dans le rail de retour du courant. Et donc il convient d'analyser cette tension-là. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut imaginer que un tramway, ça n'est pas qu'une source de courant qui modélise la traction. On peut avoir de l'éclairage à l'intérieur d'un tramway s'il se déplace la nuit, et que cet auxiliaire, lui, s'il est fait de manière rudimentaire avec des lampes, l'éclairage, lorsqu'on a une tension U qui est nominale, on va dire, l'éclairage va être correct, alors que quand U se met à baisser, en fait l'éclairage va diminuer, et on veut avoir une idée de dans quelle proportion cette tension va chuter.
et on va voir que c'est assez significatif. Donc ça c'est pour cette première partie de l'étude, et donc dans une deuxième partie, on va complexifier le circuit pour améliorer les performances, parce que donc la conclusion de cette partie-là, c'est que la tension chute de manière excessive. Donc au passage, hein, donc cette première vidéo traitera de la première partie de l'exercice 8, et une deuxième vidéo viendra après pour traiter l'alimentation améliorée du tramway avec ce qu'on appelle un feeder. Et donc cette deuxième partie étant relativement lourde, je préfère scinder la vidéo en deux. Donc une fois encore, vous pouvez mettre sur pause et essayer de réfléchir par vous-même pour établir un schéma électrique, parce que vraiment la première partie de l'étude, ça va être de poser le schéma électrique en mettant en place des résistances pour modéliser la ligne aérienne et le rail de retour, en gardant à l'esprit que ces résistances vont varier en fonction de la position du tramway. Et donc là, au regard de la formule qui est donnée ici, la résistivité du matériau ne change pas, on a un rail et on a une ligne aérienne qui est homogène en termes de matériaux, la section ne change pas non plus, par contre la longueur va changer, en fait la résistance elle est directement proportionnelle à la longueur. Donc si on vous donne la résistance maximale quand on prend toute la ligne, ben, il est aisé de deviner quelle va être l'expression de la résistance qu'il va falloir placer ici et là. Donc je vous encourage à mettre sur pause la vidéo et à réfléchir par vous-même avant de regarder la suite. Donc pour l'élaboration du schéma, donc on reporte la source de tension E en série avec la résistance petit r, et donc le point important à noter, c'est que la résistance de la ligne elle va être scindée en deux, donc je dessine les deux résistances même si une seule va servir, et en fait on a une résistance totale RL et on va en utiliser une fraction X, le restant 1 moins X fois RL étant laissé en l'air. Et au niveau du rail, c'est exactement la même chose. On a XRR et une résistance 1 moins XRR. Et à ce niveau-là, on retrouve la source de courant qui symbolise le tramway. Donc 50 ampères. Là, on a E qui vaut 600 volts. Et puis donc là, je peux reporter petit r 0,06 ohms. Et je reporte RL égale à 3 ohms et RR égale à 0,5 ohms. Et X est compris entre 0 et 1. Donc là, le schéma est complet et complètement caractérisé à un détail près. En fait, ce que l'on cherche à analyser, c'est la tension qui va être présente aux bornes de la source de courant I, symbolisant le tramway. D'ailleurs, je peux indiquer que cette partie-là, c'est le tramway. Et donc ce tramway est mobile. Donc, première chose à noter, c'est que les résistances
1-XRL et 1-XRR ne servent à rien dans l'étude de ce circuit. Alors, petit détail, j'ai parlé dans une vidéo précédente du potentiomètre pour le pont diviseur de tension. En fait, le fait de scinder la résistance RL et la résistance RR en deux morceaux paramétrés par une variable X, c'est exactement ce que j'avais noté pour le potentiomètre. Et en fait, la ligne électrique ou le rail joue le rôle de résistance totale d'un potentiomètre et le tramway joue le rôle d'un curseur qui vient se déplacer le long de cette résistance totale. Bon, le fait est qu'on ne va pas utiliser la formule du pont diviseur de tension. On a affaire à un circuit électrique constitué par une maille. Le courant I est obligé de circuler par là. Ici, on a 0. Ici, on a 0. Donc, en fait, le courant I circule comme ceci. Et donc, dès lors qu'on a identifié ce comportement, si on se déplace le long de la maille que j'appelle une, équation de la maille 1, on a E, dans le sens du parcours, donc on compte plus E. Alors là j'ai fait un raccourci, j'ai oublié de noter les tensions aux bornes des résistances. Donc on va avoir le courant circulant dans le sens des aiguilles du montre, donc dans cette branche là il se déplace vers le haut, donc la flèche de tension est orientée vers le bas. Donc on a RI, petit RI. Ensuite, on va avoir ici XRLI. Et pour finir, donc là le courant dans XRR se déplace de droite à gauche, donc la flèche de tension est dans le sens, elle va vers la droite. On a XRRI. Et donc, voilà, une fois que tout est posé, on écrit la loi des mailles. Donc, plus E, moins petit RI, moins XRLI, moins U de X, moins X, R, R, I. Et tout ça, c'est égal à 0 vu qu'on a fait le tour complet. Et donc, ce qu'on veut, c'est tout simplement écrire U de X égale. U de X égale, on a juste à faire passer U de X de l'autre côté. Et donc, ça vaut E moins. Donc, on peut mettre le I en facteur. Mais donc on va pas faire ça totalement. En fait, on a des termes qui ne dépendent pas de x, parce que à la fin on cherche à avoir u de x. Donc e moins petit r i d'une part, et ensuite on va avoir du moins r r plus rl, le tout fois i, le tout fois x. Et donc en fait, la tension va s'écrire sous la forme une composante à l'origine, U0, moins KX. En fait, tous les autres paramètres étant constants, il n'y a que X qui varie, on va avoir une tension pour X égale à 0, qu'on note U0, la tension aux bornes du tramway lorsqu'il est tout proche du générateur de la source, et ensuite une pente. Au fur et à mesure qu'on se déplace le long de la ligne, la tension va chuter avec une variation moins kx. Et donc, sachant que x varie entre 0 et 1, bien la tension U de 1 sera la tension minimale. Ça sera U0 moins K. Donc en fait, U0 et K sont des tensions. X étant sans dimension, K est aussi exprimé en volts. Donc là, il reste en fait à faire les applications numériques.
Donc tout d'abord U0. U0, donc ça vaut E moins RI. Et donc E vaut 600 volts, R vaut 0,06 ohms et I vaut 50 ampères. Donc on va avoir 600 moins 0,06 fois 50, c'est 0,06 fois 100 divisé par 2. Et 0,06 fois 100, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Et donc ça fait 397 volts. Et ensuite, pour K, ça vaut R petit r plus RL, le tout fois I. Et donc RR et RL, le total fait 3,5 ohms, que multiplie 50, donc là encore même principe, on multiplie par 100, on divise par 2, donc 350 divisé par 2, ça fait 175 volts. Et donc le comportement de la tension U le long de la ligne va être une fonction affine qui pour x égale à 0 va valoir U0, c'est-à-dire 597 volts. Et pour x est égal à 1, qui est la valeur maximale, on va être quelque part par là. U de 1 qui vaut U0 moins K, donc c'est-à-dire 597 moins 175, ça fait 422 volts. Donc la chute de tension delta U vaut 175 volts, ce qui est significatif par rapport U de 0, et donc c'est potentiellement gênant. Et ce qui nous pousse à rechercher une solution alternative pour améliorer les choses au prix d'une complexité légèrement accrue. Et donc je vous invite après cette vidéo à regarder la vidéo suivante qui va traiter de cette amélioration avec ce qu'on appelle un feeder.